Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Darbi Dahia ou Nasra sur l'ODJ, Médias et Macfarah. L'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui contribuent au rayonnement de Casablanca et du Maroc. Aujourd'hui, nous abordons une thématique essentielle, la jeunesse casablancaise, ses ambitions, sa formation et son avenir. Dans une ville en pleine mutation, les jeunes doivent relever de nombreux défis, tout en construisant leurs rêves et leurs projets. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux experts engagés dans l'accompagnement des jeunes et la réflexion sur les enjeux de l'emploi. Nous recevons Madame Kulthum Hosni, spécialiste du recrutement, du coaching professionnel et de l'accompagnement des chercheurs d'emploi, fondatrice générale de HJ Innovation, experte internationale en développement du capital humain, employabilité, leadership et transformation digitale. Nous recevons également M. Youssef Oukhlo, expert des questions économiques, de l'emploi et du développement du potentiel des jeunes, coordinateur général de Youth Academy. Merci d'être parmi nous. Notre premier volet, nous allons aborder la question de la jeunesse casablancaise, une génération en quête d'avenir. La première question à vous, Madame Kulthum Hosni. Vous êtes quotidiennement en contact avec les jeunes à la recherche d'un emploi. Vous avez inséré professionnellement des milliers de jeunes. Et j'insiste sur le terme millier parce que c'est très important. Quel portrait vous pouvez dresser de la jeunesse casablancaise aujourd'hui? La jeunesse casablancaise aujourd'hui, Madame Fouzia, c'est une jeunesse qui est ambitieuse, qui veut faire beaucoup de choses dans sa carrière professionnelle, sauf que elle a des obstacles, c'est tout à fait normal. Le premier obstacle, c'est quoi? C'est qu'elle veut faire le maximum plus rapidement. Ça veut dire qu'elle ne veut pas vraiment donner le temps au temps. Mais normalement, d'après mon expertise dans le marché du travail, notre rôle, c'est vraiment d'orienter, d'éclairer cette jeunesse. Surtout que notre potentiel, c'est vraiment la jeunesse marocaine et je fais vraiment confiance à cette jeunesse et je sais très très bien qu'elle va vraiment évoluer au niveau national et au niveau international aussi. Alors ces freins, ils sont de quel ordre? Vous avez cité la volonté des jeunes, mais il n'y a pas que la volonté des jeunes au niveau des freins. Tout à fait. Alors, il y a des freins, en fait, au niveau de la société, c'est tout à fait normal. Il y a des freins au niveau international, parce qu'avant, si on prend juste la génération d'avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette ouverture vers le monde et les pays développés. Aujourd'hui, sur n'importe quel téléphone, on peut voir l'évolution, surtout dans les pays développés. Et là, le jeune, il se remet toujours en question et il se dit « j'ai pas encore atteint mon objectif et je suis pas satisfait de ma vie actuellement ». Alors que non, il doit voir quand même ce point positif dans notre vie et il doit absolument mettre des objectifs pour qu'il puisse vraiment les atteindre, soit à court, moyen ou à long terme. Y a-t-il un décalage entre les aspirations justement de ces jeunes et la réalité que le marché leur offre? Bien sûr, je peux confirmer ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se comparent avec des jeunes des autres pays développés. Exemple, si on prend en fait aux États-Unis, c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays plus développé que le Maroc, et le jeune marocain, il se compare quand même avec le jeune aux États-Unis. Or, il y a vraiment des cultures. Alors, on a notre religion, on a la culture, on a la société aussi. Donc, tout ça, le jeune, il doit absolument savoir déjà où est-ce qu'il se positionne. Et c'est là où, en tant qu'expert, on doit vraiment donner cette information et les éclairer pour mieux les orienter. Et aussi, je voulais souligner, Madame Fouzia, la partie passion. La passion est très très importante pour les jeunes et la majorité des écoles, elles négligent cette partie. Et je peux dire, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'école, elle aura vraiment un rôle
je ne vais pas dire oui, l'éducation est importante, mais vraiment savoir la passion de chaque élève, de chaque étudiant. Pourquoi? Pour qu'on puisse vraiment l'orienter à l'avenir. La preuve, c'est que toutes les personnes passionnées par ce qu'elles font, elles réussissent aujourd'hui. Je peux dire même au niveau national et même au niveau international. Donc, on cherche, la majorité des jeunes, ils cherchent où je peux avoir un poste où je peux gagner plus d'argent. La majorité, c'est comme ça qui pensent et réfléchissent. Par contre, je vois que quand on est passionné d'un métier, on peut donner plus, on peut travailler encore plus et automatiquement, l'argent viendra. Si Youssef, quel regard portez-vous sur les ambitions professionnelles des jeunes Marocains? Je pense que les jeunes Marocains ambitionnent des carrières alignées sur les standards internationaux. Comme vous savez, le monde est interconnecté et l'on arrive à faire des comparaisons. Et cela explique justement pourquoi on a d'un côté un taux de chômage qui est élevé, et notamment parmi les jeunes et les jeunes diplômés. On est à près de 40% de taux de chômage parmi les jeunes diplômés. Et en même temps, nous avons des opportunités d'emploi, mais dans certains secteurs comme la construction, comme la métallurgie, mais qui ne sont pas attractifs. Donc ça souligne ces standards de qualité que les jeunes ambitionnent. Alors, vous avez dit que les jeunes, maintenant, ils observent ce qu'ils voient aux États-Unis, par exemple, le marché américain, les opportunités qui sont offertes au marché américain. Est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir faire leur carrière là-bas ou travailler là-bas, ou du moins faire une partie de leurs études là-bas? Je pense que non. Je pense que non. Au contraire, on doit déjà, comme je viens de dire, mieux les orienter parce que c'est important. L'orientation, je trouve que l'orientation est vraiment le cœur et le secret en fait de toute réussite. Pourquoi? Le jeune, il doit savoir où est-ce qu'il va partir déjà. Parce qu'aujourd'hui, le fait de parler des États-Unis en 1980, c'est pas comme en 2026. La technologie est là pour nous servir, pour ne plus limiter. On est dans un monde, mais le monde est devenu une région grâce à la technologie. D'accord. Alors de là, est-ce qu'on peut dire que notre jeunesse est préparée aux exigences de l'entreprise et est préparée de l'entreprise de 2026? Très bien. Alors c'est une très très bonne question, Madame Fouzia. Je peux dire que les jeunes d'aujourd'hui, je ne vais pas dire la majorité, mais les universités, elles essayent de faire le maximum. À mon avis, il vaut mieux que l'université se concentre plus. Alors, les universités et les centres de formation doivent se concentrer plus sur la pédagogie. C'est important. Les compétences techniques, c'est important. Aussi, les soft skills sont devenues, bien sûr, primordiales, mais elles doivent se positionner en tant qu'université et pédagogue. D'accord ? Juste après, donc, il y aura le rôle de nous en tant que structure d'appui, comme en collaboration en fait avec la GIZ, on a sorti ce terme-là, structure d'appui, c'est-à-dire les cabinets de recrutement qui sont ou bien qui ont un rôle qui font un pont entre les universités et les entreprises. Certes, aujourd'hui, l'entreprise, elle a un focus en fait de chiffre d'affaires. Elle doit absolument avoir des personnes vraiment opérationnelles et tout, avec de l'expérience, certes. Mais nous, en tant que cabinet d'accompagnement de jeunes, on fait une formation pour une durée d'un mois, 2 mois grand maximum, à ces jeunes, pour qu'ils puissent intégrer cette entreprise dès le premier jour. Déjà réussir l'entretien et juste après l'intégration qui se passe plus fluidement. Quelles sont les attentes quand un jeune lauréat arrive? Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qu'il souhaite trouver au niveau du marché du travail? Il souhaite trouver une sécurité. Une sécurité économique, mais aussi un moyen d'épanouissement.
C'est ça. Les jeunes les jeunes générations sont de plus en plus ancrées dans un style de vie où l'épanouissement, l'accomplissement de soi sont essentiels. Et dans la plupart, pour le cas des jeunes diplômés, ils cherchent des places de cadre. Voilà. Alors, on peut dire qu'actuellement, il y a plus d'opportunités ou plus d'incertitudes pour cette génération par rapport à la génération qui nous a précédé, celle de nos parents, par exemple. Ironiquement, il y a plus d'opportunités et il y a aussi plus d'incertitudes dans cette ère. Parce que il y a les mécanismes, il y a des innovations qui chamboulent un peu l'économie et aussi le marché du travail, comme l'intelligence artificielle, qui recèle des opportunités énormes pour faciliter le travail, pour avoir des raccourcis, mais en même temps, ça amène des incertitudes économiques. Est-ce qu'il y aura certains domaines qui vont disparaître carrément, certains diplômes qui ne vont pas valoir grand-chose dans le marché dans les années à venir. Il y a aussi des incertitudes qui sont liées peut-être à un contexte géopolitique un peu intense, avec un changement, je dirais, ou des variances dans l'ordre global, et tout cela, en fait, impacte les intrants de l'économie marocaine, notamment l'énergie, et qui dit énergie dit également inflation, et qui dit inflation dit également risque de stagflation. Donc il y a un contexte qui est marqué par des incertitudes, mais il y a dedans des opportunités. Et je pense l'opportunité, il y a plus d'opportunités pour les jeunes qui cherchent à s'adapter et à anticiper. Elia, quel impact aura-t-il par rapport à ces attentes et par rapport à ce marché? Va-t-il chambouler le marché du travail? Je pense qu'il faut prévoir un chamboulement du marché du travail dans les années à venir. Il y a certains métiers qui sont mis en danger. Et dont les acteurs les plus intelligents sont déjà en train de chercher à innover. Parce que, par exemple, dans le marché du design, du montage des vidéos, etc., il y a des solutions maintenant avec l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permettent d'avoir des raccourcis. Et donc, ces métiers, je donne juste cet exemple, mais il y en a plusieurs, même dans l'ingénierie, même dans la médecine, qui sont amenés à se marier avec l'intelligence artificielle pour faire plus. Ce qui est demandé, c'est faire fonctionner l'intelligence artificielle pour accomplir certaines tâches relativement ingrates mais qui nécessitent de l'intelligence, et donner une plus grande dimension à l'aspect humain dans la réflexion, dans la conception, dans l'innovation. Voilà, c'est un peu ça. Alors, est-ce que, vous avez un cabinet de recrutement, oui, vous aidez ces jeunes à trouver de l'emploi, qui leur convient, qui les passionne aussi en restant de la passion. Et est-ce que les réseaux professionnels, le LinkedIn, est-ce qu'ils sont devenus indispensables dans cette recherche d'emploi, ou on peut s'en passer actuellement? LinkedIn, je confirme, il est devenu en fait un réseau social qui est professionnel. Si je peux vous dire que le recruteur peut vérifier en fait le profil du candidat sur LinkedIn pour qu'il puisse avoir plus d'informations sur la personne, sur le candidat avant qu'il le contacte en fait pour un entretien physique. Donc LinkedIn, je précise, les jeunes, ils doivent absolument travailler leur personne, leur profil, tout en s'auto-formant aussi, parce que sur cette plateforme, il y a des formations qu'on peut faire gratuitement. Alors, comment un jeune peut réussir son entretien d'embauche? Très bien, il doit déjà se préparer, ça de un. Se préparer, les questions classiques, présentation, qu'est-ce que vous faites, il doit tant qu'il a un CV entre les mains, il doit absolument être ce CV-là. Pas juste du copier-coller, et c'est ce que je redis aux jeunes, s'il vous plaît, prenez plus de temps à préparer votre CV qui doit être authentique, qui doit vous refléter vous en tant que personne. La majorité des jeunes, Madame Fouzia, ils apprennent par cœur 2-3 phrases et juste après, ils stoppent. Non, le recruteur, il veut pas que vous récitiez ce qu'il y a sur le CV, non, loin de là. Il veut savoir qui vous êtes
en tant que personne. C'est pour ça que nos conseils à ces jeunes-là, c'est d'être vraiment authentique. Authentique, ça veut dire être moi-même. Au-delà des langues, les langues sont très très importantes. Alors le français est primordial sur le marché du travail. Il y a aussi l'anglais aujourd'hui et d'autres langues. Ça, on n'y est pas. Mais au moins, le jeune, il doit savoir pourquoi déjà il est parti pour se présenter ou pour faire cet entretien déjà. Juste après, il doit parler de ses projets. Si on parle d'un développeur informatique, il doit parler de ses projets, ses expériences. Et c'est là où je conseille les jeunes à passer plus de stages, Madame Fouzia. C'est important. Justement, ça nous envoie à la question suivante, j'allais dire, en dehors de la passion, où je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que moi, de nature, je suis une personne très passionnée dans ce que je fais, et je sais ce que c'est que la passion. Quel conseil vous pourrez donner à un jeune qui est actuellement sur le marché du travail? Très bien. Dans mon cabinet, en fait, j'ai une collaboration avec la GIZ, j'en ai parlé tout à l'heure. La GIZ aujourd'hui, le système allemand, surtout, aujourd'hui, dans le monde entier, c'est un système où il y a la formation en alternance. Quand on dit formation en alternance, Madame Fouzia, c'est une formation où on fait de la théorie et de la pratique. Et je peux vous dire qu'on a testé en fait ça au Maroc, à Casablanca et dans d'autres régions, et ça a réussi, vu que je représente en fait la structure d'appui au niveau de Casablanca. On a testé avec l'OFPPT, on l'a testé avec des universités en fait privées aussi, et ça a super bien marché. Comment il est ce processus? C'est simple. La première année après le bac, on reçoit en fait les jeunes, d'accord, qui suivent leur formation continue. On les reçoit, soit fin d'année, pour qu'on puisse leur faire une formation de renforcement d'une semaine ou 2 semaines sur la partie soft skills et sur la partie technique. Juste après, on les prépare. On fait des simulations d'entretien, etc. On les prépare pour qu'ils puissent passer les entretiens avec les entreprises. Et là, de l'autre côté, on a des entreprises partenaires qui veulent vraiment, c'est des entreprises citoyennes aussi, on n'y est pas. Hein. Ouais. Et je remercie vraiment toutes les entreprises qui ont travaillé avec nous sur ce projet-là, et aussi la Fondation Mohamed V aujourd'hui, qui s'oriente vers le digital. Et là, où on représente en fait ces jeunes aux entreprises, ils passent vraiment des entretiens, tout en sachant que c'est la première année après le bac. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a encore des étudiants qui sont encore jeunes, qui mettent encore la casquette d'étudiants et tout, mais c'est juste la première année qu'on les prépare. Je peux vous dire, Madame Fouzia, la deuxième année, c'est des professionnels. C'est merveilleux. Est-ce que la création d'entreprises pourrait être une alternative au salariat? Alors, est-ce que la création d'entreprise... Devenir entrepreneur soi-même pourrait être une alternative réussie pour le salariat? Oui, ça peut être, mais tout dépend de la personne aussi. Tout dépend de la personne. Est-ce que je peux vraiment être un entrepreneur? Justement, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Oui et non. Pourquoi? Parce que déjà, entrepreneur, il doit absolument sortir de sa zone de confort. Il doit passer par des tests que je peux vous confirmer, Dame Fouzia. Moi, je suis entrepreneuse. Je suis aussi, j'en sais quelque chose. Voilà. Donc, et c'est là où on doit passer par plusieurs situations. Ces situations, ça forge la personne. Je peux dire qu'il y a des personnes qui réussissent, il y a des personnes qui, je vais pas dire qu'ils ne réussissent pas, mais qui préfèrent le salariat. Mais dans tous les cas, hein, les deux volets sont très très importantes pour la société. Parce qu'à un moment donné, il y a eu tout le monde qui a parlé de l'entrepreneuriat et tout le monde qui s'est basculé vers l'entrepreneuriat, alors que non, avant de prendre une décision, je dois absolument savoir moi-même
où je peux vraiment me situer, faire des exercices, faire des tests, passer des stages aussi. Je connais des salariés vraiment, des ex-salariés seniors qui sont partis faire des stages pour qu'ils soient entrepreneurs et ils veulent savoir s'ils peuvent réussir ou pas. Donc c'est vraiment des cas par cas. Et alhamdoulilah, ici au Maroc, je peux dire, je suis optimiste déjà et je fais partie en fait des femmes qui luttent contre le pessimisme. Ça c'est sûr parce que le Maroc c'est nous, alhamdoulilah. Le Maroc c'est bien sûr ces hommes et ces femmes et c'est là où on veut vraiment, chaque expert doit travailler de son côté pour qu'il soit mentor pour un ou deux jeunes pour vraiment mieux les orienter. Alors, est-ce que ce jeune-là, est-ce qu'il doit chercher des opportunités, d'accord, les créer okay, ou attendre qu'ils arrivent? Il doit faire les trois en même temps. Les trois en même temps. Attendre, non, je suis contre. Parce que ce n'est plus le moment d'attendre une opportunité. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que le fait, comme je dis aux jeunes, les jeunes qui me connaissent déjà dans les séminaires, je leur dis toujours, hein, est-ce que tout le monde a un smartphone? Oui, madame, on a les smartphones. Je veux voir vos smartphones. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous êtes smart? Donc, et c'est quoi la définition de smart déjà? Un smartphone, c'est un téléphone qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Parce qu'avant, on avait le téléphone juste pour répondre, décrocher, raccrocher un appel. Par contre, smartphone, il peut faire beaucoup de choses. Donc, vous avez le monde entier entre vos mains. C'est à vous de mieux l'utiliser. C'est vrai que des fois, on était jeunes, un jour, on doit faire la fête, etc. Mais chaque chose doit être vraiment à sa place et dans un temps bien défini. C'est important. Quand on doit absolument être discipliné, parce que je vois, il y a les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent dormir la journée, travailler le soir, alors que non, c'est pas notre culture, c'est pas notre rythme exactement, et cela ne va jamais, vous n'allez jamais obtenir ce que vous voulez. Donc il vaut mieux que je garde déjà ma ligne en tant que jeune. Je fais du sport, c'est important. Je dois absolument faire un planning de ma journée, c'est important aussi par rapport à mes études. En plus des études, je dois absolument travailler dans des stages. Quand je dis stage, Madame Fouzia, je peux aller stager dans une boulangerie, hein. Je peux aller... il n'y a pas de sous-métier. Exactement, en fait, du tout. Je dois découvrir les autres métiers pour que je puisse savoir où est ma passion. Et aujourd'hui, les missions françaises, elles travaillent dessus. Elles travaillent sur ça vis-à-vis des étudiants, des collégiens déjà dans un premier temps pour qu'ils puissent eux-mêmes chercher des stages et tout. Pourquoi pas nous, en tant que Marocains? Ouais, notre société, encore, est-ce qu'elle est prête à ça? Moi, j'ai entendu hier un jeune me dire, je lui dis, une entreprise de distribution a fait une annonce pour recruter. D'accord. Recruter des jeunes pour l'été. Okay. Je lui dis, mais pourquoi tu postules pas? Il me dit, mais ça va pas, je peux pas y aller. Et si je vois mes amis me voir prendre des cartons, voilà. Il faudrait, ce n'est pas dans notre culture. Alors que, par exemple, si on prend la société américaine, c'est le contraire. Que quelqu'un passe un mois de vacances sans rien faire, c'est inacceptable. Donc, c'est là où les parents doivent jouer un rôle très, très important. Parce que dernièrement, je vois beaucoup de parents, ils disent non, mes enfants, ils ne doivent pas subir ce qu'on a subi. Mais je suis désolée. Je suis désolée. Laissez vos enfants vivre leur vie. Laissez-les vivre, laissez-les être responsables, c'est important. Parce qu'un jour, on va voir ces jeunes-là, des cadres. Est-ce que vous voulez que ces cadres
auront toujours peur, auront toujours ce besoin des parents. Non, je suis désolée. Donc laissez-les, il y a les échecs dans la vie, hein. Laissez-les vraiment apprendre de leurs échecs, tout simplement. Laissez-les découvrir des métiers. Je suis désolée, un ingénieur après 5 ans d'études, oui, il va être ingénieur, mais ça n'empêche que la première année, il peut passer un stage dans une boulangerie, dans une station d'essence, etc. Donc, laissez-les vraiment vivre leur jeunesse. Les jeunes, ils doivent absolument bouger déjà. Ils doivent bouger. Il y a les réseaux sociaux, c'est bien, mais je dois bouger, se présenter. Exemple, on fait des masterclass. Ça fait plus de 3 ans qu'on faisait des masterclass au Technoparc, que je remercie aussi, hein. C'est vraiment gratuit pour les jeunes et pour les étudiants. Et chaque semaine, je l'annonçais dans la radio. J'imagine la radio, les jeunes, ils écoutent pas beaucoup, etc. Sur les réseaux sociaux, certes. Mais je peux dire que, alors, ce que j'ai appris, Madame Fouzia, sur le terrain, il y a des gens qui se plaignent. Je parle de gens. D'accord? De nature, je suis directe et correcte. Il y a des gens qui se plaignent. D'accord? Quand on leur propose l'opportunité, ils la refusent. Voilà. En dépit du fait qu'ils se plaignent, voilà. Ils refusent Donc, l'opportunité. nous, ce qu'on cherche, et c'est ce que je dis tout le temps dans mes séminaires, on n'aura jamais 100% de réussite. Ça, c'est au niveau, mais chérie, mondial, dans tous les niveaux. La loi de Pareto, on a toujours les 20-80, d'accord? On veut que les 80 réussissent. On veut que nos jeunes, les 80% des jeunes réussissent. Les 20%, on va essayer et réessayer encore. Il n'y a pas de souci. Mais on veut vraiment les 80 qui réussissent, pas juste les 20 et les 80, non. Donc c'est ça, ma réponse, qui cherche trouve. Le jeune, il doit absolument chercher l'opportunité, partir passer les entretiens. Dans mon équipe, je peux vous dire, Madame Fouzia, il y a toute l'équipe, hein, quand je les recrute, ils viennent avec une idée, il n'y a pas vraiment d'embauche au Maroc. Et quand ils contactent les candidats, ils ne viennent pas à l'entretien. Et à chaque fois, ils viennent me dire « Madame, mais pourquoi ils ne viennent pas à l'entretien? Il y a l'offre d'emploi. » C'est comme ça. On ne peut pas vraiment tout cerner, mais on veut que les personnes motivées, qui veulent réussir, qui viennent à l'entretien, passer l'entretien, qui se présentent. Et juste après, c'est notre but et c'est notre devoir de mieux les orienter. On ne peut pas ramener une personne de chez lui exiger un poste ou là. Non, 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 loin de là. Là, au contraire, je lui dis, Madame Fouzia, restez où vous êtes. Et c'est là où je secoue vraiment les jeunes, hein, parce qu'ils doivent être secoués. Et des fois, je secoue même les parents, parce que je vois que non, je suis désolée. Le fait de chouchouter un peu le fils ou la fille, c'est bien. Mais à un moment donné, après le bac, non, il doit vraiment être responsable. Donc responsable, laissez-les passer les stages, laissez-les passer des expériences, orientez-les à distance, c'est important. Et surtout, en tant qu'accompagnateur, pourquoi pas, on peut vous donner le feedback de chaque candidat, etc. Et c'est là où, là, je reviens à un exemple. Je peux vous dire qu'il y a eu une maman qui me contacte pour sa fille qui a 25 ans, qui a validé, elle a été validée lors d'un entretien. On lui a remis, en fait, l'entreprise lui a remis le contrat de travail et elle négocie pour elle. Elle m'appelle pour négocier pour elle. Donc, et c'est là où je peux vous raconter des anecdotes. J'étais directe. Hein. J'ai dit, Madame, s'il vous plaît, laissez-la. Elle négocie. Non, mais elle peut pas. Non, mais je suis désolée. Si elle peut pas, elle doit apprendre. Elle doit apprendre à négocier. Si elle veut négocier, si elle veut pas négocier, la fille, elle vient. Madame, non, ne vous inquiétez pas, moi, je sais mes compétences, je vais commencer avec ce salaire et juste après, petit à petit, je vais évoluer.
Alors, Monsieur Youssef Okhlo, je sais que vous êtes coordinateur général de Youth Academy. En quoi consiste cette organisation? Quels sont ses objectifs? Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui ont déjà adhéré à Youth Academy? En effet, cette initiative s'inscrit de manière indirecte dans cette démarche d'innovation, parce que lorsqu'on parle d'innovation dans le marché du travail, on parle également, il faut également parler d'innovation dans l'aspect associatif, civique, politique, pour que les jeunes puissent être insérés, intégrés économiquement, mais aussi en tant que citoyens. Et donc cette initiative est basée sur une série d'innovations comme la gamification, l'utilisation de jeux pour des fins ludiques, comme l'expérimentation et la réduction du time to market, parce que justement on constate au niveau de l'intelligence artificielle que le time to market est très court. Chaque semaine, on entend une nouvelle innovation qui chamboule encore une fois les équilibres entre les géants de l'intelligence artificielle. Et donc, dans cette démarche, également, les entités de société civile, mais aussi les entités politiques, et de jeunesse notamment, sont amenés à réduire ce time to market. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille, avec notamment des circuits de validation très courts, une culture d'organisation importée des meilleures pratiques internationales qui dit, bon, s'il y a une bonne idée, on va la tester, pour éviter un peu les frictions et les résistances. Et au fait, ce concept est très attrayant pour les jeunes. On a eu, lors du dernier appel à membres, près de 1380 jeunes qui ont voulu s'inscrire dans cette initiative. On a été amené à faire une sélection rigoureuse et on est à 700 membres actifs actuellement. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette académie prépare aussi une jeunesse à la vie économique, à la vie politique, pardon? Est-ce qu'elle prépare cette jeunesse pour être les nouveaux cadres demain des partis politiques? Effectivement, elle ambitionne cela, notamment en veillant à les doter des outils de l'avenir, des outils de réflexion, d'analyse, mais aussi éthique, pour que l'on puisse contribuer notre pierre à l'édifice du développement du pays, sur des bases, je dirais, méritocratiques, éthiques et axées sur le travail et l'action. Voilà. Ben, très bien. Alors, on a parlé des jeunes lauréats, des nouveaux jeunes lauréats d'universités et d'écoles supérieures diplômés. Mais il y a un cas aussi qui se présente. Ce sont des jeunes qui ont été à un moment donné, qui sont lauréats avec des diplômes assez importants de grandes écoles, qui se lancent directement dans l'entrepreneuriat. Ok. Au bout d'un certain nombre d'années, ou les circonstances, ou comme maintenant avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des difficultés, ce jeune se met enfin à la recherche d'emploi. Généralement, est-ce qu'il a plus de difficultés que d'autres? Généralement, est-ce qu'il ne traîne pas derrière lui déjà ce sentiment d'échec, d'un premier échec? Comment on peut aider ce jeune à s'insérer et à trouver de l'emploi, et que l'employeur ne regarde pas en lui quelqu'un qui a un loser, quelqu'un qui a perdu déjà? D'accord. Alors déjà, le fait d'avoir un échec dans la vie, ça fait partie du jeu. Si je vous raconte tous les échecs que j'ai faits, vous allez me dire... Moi de même. Donc voilà. Donc ça de un. D'accord? Les échecs, ça fait partie du jeu. D'accord? Ça de un. C'est comme un jeu. C'est ce que je dis à mes enfants. Hein. La vie, c'est comme un jeu. Quand je passe le premier stage, je passe le deuxième, troisième, etc. Donc, ça, dans un premier temps. Deuxièmement, le fait d'être entrepreneur et de prendre la décision d'être entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Je connais des personnes seniors qui peuvent pas. Des personnes âgées, de l'expérience, etc. Il peut pas être entrepreneur. Et j'ai eu une discussion un jour, il y a eu une personne qui est vraiment âgée, il me dit, mais je ne sais pas comment ces jeunes-là, et haut placés, je ne sais pas comment ces jeunes-là prennent des décisions à la va-vite de l'entrepreneuriat. Donc c'est comme ça.
Donc déjà, le fait de prendre ces décisions, c'est un très très bon point. Ok. Réussir ou pas, c'est selon le terme réussite de chaque personne. C'est là où ça change. La réussite, par exemple, pour moi, c'est pas la même chose que pour vous, Madame Fouzia, pour d'autres personnes, etc. Donc, le fait que je change d'orientation, ça ne va en aucun cas changer ma conviction ou me démoraliser ou me démotiver. Non, au contraire. Je dois vraiment travailler sur moi-même. C'est important. Prendre du temps pour moi. Savoir pourquoi, pour moi, je n'ai pas réussi. Déjà, dans un premier temps. Ou bien pourquoi je ne veux pas continuer l'entrepreneuriat. Et je vais pas dire retourner, mais je me retourne vers le salariat où j'ai pris la décision d'être un salarié, tout simplement. Et l'âge n'a pas d'impact sur le... Je peux dire que non. L'âge n'a pas d'impact. La preuve, c'est que ces jeunes, avec la collaboration de la Fondation Mohamed V, c'est une reconversion qu'on a fait aux jeunes. Et c'était un challenge pour nous en tant qu'organisme et structure d'appui. Le challenge, c'était quoi? Est-ce que tous les diplômes peuvent réussir l'intelligence artificielle ou la formation de l'intelligence artificielle? Et je peux dire que oui. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas juste du codage, mais c'est un métier qui va accompagner tous les métiers, quoi. Exemple, médecin, il va travailler avec l'intelligence artificielle. Prof, oui, il va faire la même chose. Tous les métiers. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle vient pour faciliter des métiers. Ça ne se substitue pas à des métiers. Si, c'est ce que je voulais dire. Alors, tout ce qui est, je ne vais pas dire métier, mais tout ce qui est tâches répétitives, c'est clair qu'elle va remplacer. Exemple, j'ai pas vraiment un exemple là, mais je peux dire, comptabilité. Comptabilité, c'est vraiment un travail, surtout la fin d'année, etc. Donc, je peux dire que l'intelligence artificielle, elle peut rassembler en fait tous les documents, créer ou établir un bilan à la fin d'année, savoir tous les failles, etc. Envoyer directement. Donc, tout ça, l'IA peut le faire. Médecin aussi, d'ici peu, on aura plus ce mot médecin, mais technicien en médecine, parce que le médecin, il doit absolument savoir contrôler en fait les machines et tout. Donc c'est là où il y aura vraiment, c'est une transformation en fait de métier. On doit absolument adhérer à ça c'est clair. On doit avoir l'information. Ça c'est important aussi, et c'est là où je vais parler de la formation qu'on a fait aux responsables en fait de Jihad Arbat et Jihad Dar el Bayda. On a fait la formation d'intelligence artificielle à tous les DAS au niveau de Casa, et ici les hauts responsables en fait de Rabat. Et je peux vous dire qu'ils étaient, et là on a fait la formation en fait métier sur leur métier, ce qu'ils font et tout. Et là, je peux dire, c'est vrai que c'était une formation en fait de 4 jours à peu près, 4-5 jours, mais je peux vous dire que les responsables, ils ont vraiment changé cette vision de l'IA, parce qu'au début, oui, elle va remplacer, mais l'être humain, il va toujours exister, ça c'est sûr. Il est certain qu'avec l'IA, beaucoup de choses vont changer dans notre vie, dans notre méthode de travail et dans notre approche. On laisse de côté la formation. Oui. On revient à vous. Beaucoup plus personnel. C'est quoi votre quartier à Casablanca? Alors, quartier Louilfa. Quartier Louilfa. Est-ce que vous retrouvez toujours votre quartier comme vous l'avez connu il y a quelques années? Non, ça a changé. Ça a changé, surtout que c'est juste à côté de CFC, le Finance City. L'infrastructure a changé et ça fait vraiment plaisir. Surtout quand des étrangers viennent, ils voient que
pas que Casablanca, mais le Maroc a changé sur la partie infrastructure. Tram, par exemple, on n'avait pas en fait le tram, busway, etc. Alhamdoulilah, l'infrastructure change. Les gens aussi doivent changer vers le positif, ça c'est sûr, parce que tout simplement, et c'est là où on donne ces informations en fait aux jeunes, parce que le jeune d'aujourd'hui, il est né avec un téléphone smart, avec du Wi-Fi. On n'avait pas le Wi-Fi dans le bus. On avait ni smartphone, voilà, donc... et même le bus, je ne sais pas où vous avez fait vos études, mais on attendait parfois des heures pour pouvoir prendre le bus. Mais bien sûr. Alors, si Casablanca était une émotion, quoique je connais la réponse, je la devine, elle serait quoi? Casablanca? Une émotion. La joie. Ah, ben moi j'avais pensé à la passion. Ah oui, aussi. Vous êtes passionnée. Tout à fait. Peut-être qu'elle me dira la passion. Alors, si elle était une musique ou une œuvre d'art, elle serait quoi? Musique, œuvre d'art. Bon, j'ai pas vraiment une musique. Je dois vraiment préciser la musique ou Non, enfin, quelque chose que vous associez à Casablanca. Casablanca, c'est la fameuse musique de Darbeda. L'Aïta. Exactement, c'est l'Aïta. Exactement, tout à fait. Et alors, à un moment donné, comme tout le monde, vous avez un moment besoin d'être seul et de recharger un petit peu vos batteries. Et comment? Vous allez dans quel coin à Casablanca? En face de la mer. Comme toutes les Casablancais. Madame Kulthum Hosni, c'était un réel plaisir. Merci beaucoup. De vous avoir pour cette émission. Le temps passe très très vite, malheureusement. Et on aura d'autres, Inch'Allah. Aussi, Monsieur Youssef Okhello, je vous remercie énormément de votre présence et d'avoir eu de la patience avec nous. Inch'Allah, on aura d'autres émissions. Merci beaucoup. C'est moi, c'était merveilleux. À travers leur parcours et leurs expériences, nos invités nous rappellent que la jeunesse marocaine constitue l'une des plus grandes richesses du pays. Talentueuse, ambitieuse et connectée au monde, elle aspire à construire un avenir à la hauteur de ses rêves. À nous tous, institutions, médias, acteurs culturels, éducateurs, partis politiques et sociétés civiles, de lui offrir les moyens de réussir. Merci à Kulthum Hosni et à Youssef Okhello pour leur présence et leur éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis dans Darbeda Hiya wa Nasha sur l'ODJ Média et Mac Farah.